Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Bosetti, adjoint à la promotion des services publics. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au cœur de l'actualité sociale de la ville de Lyon depuis cette rentrée. Je pose une question directe pour commencer. Votre slogan de campagne, c'était la réduction du temps de travail ou travailler plus pour gagner plus ? Non, alors historiquement, on se bat pour la réduction du temps de travail. On l'a fait à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, avec les groupes insoumis, écologistes, socialistes, face à la loi de transformation de la fonction publique qui vise à la rentrée, vous avez annoncé que les fonctionnaires de la ville de Lyon devraient travailler plus et vous avez annoncé aussi qu'ils auraient des primes en compensation. Voilà, alors justement, à l'Assemblée nationale, on a combattu une loi du gouvernement qui prenait finalement que les fonctionnaires travaillent davantage, comme s'ils ne travaillaient pas. C'est une loi qui stigmatise finalement les fonctionnaires. Nous, on est pour la réduction du temps de travail. On a donc bataillé à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, au 1er janvier 2002, les collectivités sont toutes obligés d'appliquer cette loi. Donc nous essayons à la ville de Lyon d'avoir une application la plus intelligente possible, à savoir travailler la question de la pénibilité, qui est une des dispositions permises par la loi, pour faire en sorte que les métiers les plus pénibles, en fait les agents les plus modestes, les agents opérationnels qui sont sur le terrain, ceux qu'on a beaucoup vus pendant la crise sanitaire, voient leur temps de travail sanctuarisé. C'est-à-dire qu'on ne l'augmente pas au 1er janvier par dérogation. On est là sur une acception assez large à la ville de Lyon de cette pénibilité, puisqu'elle pourrait concerner environ 5000 agents de la ville de Lyon sur les 8300 que compte notre collectivité. C'est une décision qui a eu du mal à passer auprès de vos camarades de la France Insoumise, dont vous êtes membre, qui ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas entré un peu en résistance sur l'application de cette loi. Alors on a fait valoir très clairement, publiquement et à plusieurs reprises, que nous sommes opposés à l'augmentation du temps de travail. Et mais pour que vous autant, l'appliquez. Nous sommes obligés de l'appliquer, mais ce n'est pas la ville de Lyon. Vous avez 36 000 communes qui vont être tenues de l'appliquer. Et le problème, c'est qu'on peut symboliquement s'opposer à la loi autant qu'on veut. Au 1er janvier, les collectivités qui ne l'appliqueront pas seront assignées au tribunal administratif et devront, pour chaque jour où la loi ne sera pas appliquée, payer des pénalités financières avec de l'argent public. Et surtout, appliquer la loi de manière sèche, c'est-à-dire tout le monde revient à 1607 heures par an. Nous, le travail qu'on voulait faire en amont, plus intelligent à mon sens, c'était d'essayer de voir comment, à travers cette question de la pénibilité au travail, nous pouvions obtenir des volumes horaires dérogatoires pour les agents qui sont touchés fortement par l'usure professionnelle. Alors ce qui a braqué aussi les agents et puis les syndicats dans l'application de cette réforme, c'est que juste avant le mouvement de grève qu'ils avaient prévu pour la dénoncer à la rentrée, vous avez annoncé des nouvelles règles sur le droit de grève. Désormais, il faut annoncer 48 heures à l'avance. Et chaque heure de grève vaut journée de travail complète qui ne sera pas payée. Des mesures qui ont paru qui sont assez compréhensibles pour les parents, qui étaient assez pénalisés par les grèves des cantines, mais qu'on n'attendait pas d'un élu France Insoumise. Alors, ce n'était pas une surprise, c'était un sujet qu'on avait inscrit à l'agenda social avec les partenaires sociaux dès le mois de janvier pour l'année 2021, et on avait dit qu'on l'aborderait au mois de juin, ce que l'on a fait. On a expliqué nos intentions et nos raisons. On est en fait sur un sujet extrêmement sensible qui n'est pas que le sujet du droit de grève, qui est bien le sujet de l'école publique. Et à Lyon, comme dans beaucoup de grandes collectivités, la restauration scolaire est souvent l'objet de grèves à répétition. On parle de grèves perlées qui durent pendant des mois. Certaines écoles, sur l'année qui précédait notre prise de fonction, ont pu être fermées, en tout cas les restaurants scolaires, pendant 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi pour certaines écoles maternelles. Donc on est sur un sujet vraiment de tension, puisqu'on ne peut pas accepter finalement que les enfants soient sur des repas d'urgence à manger des chips ou aucun repas sur des périodes aussi longues. Donc ce que l'on a dit avec l'exécutif, c'est que d'abord il fallait s'attaquer aux causes du problème, c'est-à-dire aux conditions de travail des agents, des écoles et des crèches. Et donc on a mis sur la table un ensemble de mesures extrêmement fortes sur l'usure professionnelle, sur la valorisation des carrières, sur le renforcement des effectifs dans les écoles et les crèches, en disant qu'il fallait améliorer le quotidien des personnels pour que les grèves ne soient plus aussi importantes. Ça, c'était le premier volet, le volet social, le volet de prévention. Mais malheureusement, ce qui se passe avec les restaurants scolaires à Lyon et ailleurs, d'autres collectivités d'ailleurs ont encadré le droit de grève, à Rennes, Montpellier, Marseille, c'est que finalement, les cantines sont aussi mobilisées pour les mots d'ordre nationaux, sur lesquels là-dessus nous n'avons pas de prise. Et donc, de mois en mois, les préavis tombent et les cantines ferment. Et finalement, la difficulté pour les parents,
c'est que certains qui sont obligés finalement de s'organiser avec leur employeur sur plusieurs semaines consécutives, lorsqu'ils ont des contrats précaires, peuvent être mis en difficulté sur leur situation professionnelle. On a même noté des retours de parents qui fuient l'école publique, non pas pour aller chercher un meilleur enseignement dans le privé, mais tout simplement parce qu'en fait, la restauration altère trop souvent le quotidien. Donc c'est un sujet qui est, on en convient, très délicat, mais où on essaye de marier à la fois les droits des usagers et les droits des salariés. Et on a bien rappelé que nous étions attachés au droit de grève. Nous n'avons pas retenu justement l'option que permettait la loi d'avoir un service minimum dans les cantines, c'est-à-dire un service qui aurait invisibilisé les grèves en demandant aux agents d'être présents les jours de grève. On a simplement demandé, vous l'avez noté, que les agents grévistes se déclarent 48 heures à l'avance pour que les parents puissent s'organiser. Et en effet, il n'y a plus de grève horaire. Les agents font grève à la journée, c'est-à-dire que le droit à exprimer son désaccord est toujours garanti. On le voit d'ailleurs avec la grève qui a eu lieu début septembre, de manière à ce que les salariés puissent toujours exprimer un désaccord avec l'employeur, mais en évitant un système de grève perlé, continu pendant plusieurs semaines, qui devient totalement paralysant pour les services éducatifs. Ce que j'ai entendu, c'est que vous dénonciez les grèves pour des mots d'ordre nationaux, qui sont par exemple la réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas étonnant de la part, encore une fois, d'un élu de la France Insoumise ? Alors, les mots d'ordre sur mots d'ordre nationaux sont tout à fait légitimes et je les soutiens régulièrement. Mais on a cette question des services publics essentiels, des services publics éducatifs, où on touche finalement un public qui n'est pas autonome, les enfants, et par conséquent directement les parents. On a ce système de grève perlée qui fait que les grèves durent extrêmement longtemps, et nous étions obligés là-dessus de trouver un équilibre. Donc voilà, après, je l'ai dit et je le redis, on va ouvrir en plus avec les agents des crèches et des écoles des conférences de salariés pour pouvoir échanger sur des propositions supplémentaires, en plus de celles que nous avons formulées à la rentrée, pour améliorer leurs conditions de travail. Autant de mesures qui sont défendables, vous l'avez fait là. Mais ce qui surprend et ce qui a surpris beaucoup de vos camarades, qui ont pu nous dire, nous faire remonter que quand même, c'est pas pour ça qu'on avait fait campagne. La France Insoumise ne se présente pas aux élections pour réduire le droit de grève. Alors, pourquoi on a fait campagne ? On a fait en campagne pour mettre en œuvre ce que l'on applique depuis 1 an à la ville de Lyon, le pacte social de la ville de Lyon en faveur du service public et des agents municipaux. C'est un engagement de l'employeur que nous avons pris en conseil municipal, une centaine d'actions en faveur des agents municipaux. Et nous avons commencé à les mettre en place. Je vais citer quelques exemples. Le renforcement des effectifs d'agents publics à la ville de Lyon. Nous allons en créer plusieurs centaines sous le mandat pour renforcer les services publics de proximité. 150 recrutements annoncés ? 150 recrutements sur les 2 premières années. Mais quand nous aurons sorti les nouvelles crèches, les nouveaux groupes scolaires, les nouveaux équipements sportifs et culturels, les nouveaux bains-douches, ce sera encore plusieurs dizaines de postes qui seront créés en direction du service public aux citoyens. Nous nous étions engagés sur les conditions de travail. Nous avons mis, lors de l'adoption de la programmation pluriannuelle d'investissement, 30 millions d'euros sur la table pour la rénovation des locaux des personnels municipaux. Et nous nous étions engagés à l'automne à augmenter les salaires des agents. Et nous l'avons fait par un communiqué du maire la semaine dernière, revaloriser les salaires des agents municipaux, d'abord des agents les plus modestes, les fameux agents de la première ligne qu'on a beaucoup vus pendant la crise sanitaire et qui représentent le gros des effectifs de la ville de Lyon. On mettra 2/3 de l'effort salarial sur ces personnels. Et puis nous avions aussi 2 objectifs politiques forts pour lesquels nous nous sommes battus. C'est l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, où on constate encore des écarts de salaire importants à la ville de Lyon, de l'ordre de 13%. Et là-dessus, on va mettre le paquet au niveau salaire sur les filières les plus féminisées, celles qui sont malheureusement structurellement les moins bien payées. Et puis un effort également sur les métiers en tension. Je pense à nos policiers municipaux ou à nos personnels professionnels de la petite enfance, puisqu'on va créer une 20aine de crèches sous le mandat. On va aussi recruter plus d'une 60aine de policiers municipaux dans les années qui viennent. Et il nous faut retrouver de l'attractivité sur nos métiers de la fonction publique pour pouvoir rendre ce service aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Alors vous l'avez annoncé, c'est ce pacte social qui avait été présenté au printemps dernier au conseil municipal, qui prévoyait à l'époque 3,3 millions d'euros d'augmentation pour les salaires, enfin une enveloppe globale de 3,3 millions. Et finalement, surprise sortie du chapeau de Grégory Doucet, on ne sera pas à 3,3 mais plutôt à 6 millions d'euros d'augmentation. Donc une décision unilatérale qui n'a pas été discutée au conseil municipal.
et qui était destiné à acheter la paix sociale après une rentrée mouvementée? Non, alors comme je vous l'ai dit, ce n'était pas l'achat de la paix sociale, c'était la mise en œuvre du pacte social. Et ce pacte social, c'est beaucoup plus que le pacte social. On en a annoncé les grandes lignes l'année dernière. On avait donc mis sur la table une enveloppe de 3 millions d'euros. Pour pouvoir travailler ce sujet en cette rentrée, on a peaufiné les chiffres cet été par rapport aux objectifs que je vous ai annoncés. Et on s'est rendu compte que si on voulait tenir nos ambitions politiques à la hauteur des 3 chantiers, les agents les plus modestes, l'égalité professionnelle et les métiers en tension, il nous fallait pousser le curseur au niveau de la masse salariale et du coup d'arriver sur une enveloppe de plus de 6 millions d'euros. Je pense que les Lyonnaises et les Lyonnais ils seront sensibles parce qu'ils n'ont pas envie, je pense, d'avoir des personnels en précarité. Il faut savoir que la rémunération des fonctionnaires sur ces 10 dernières années, ce sont des chiffres de l'INSEE, a reculé de 1% pendant que la rémunération du privé a augmenté de 5%. Sans doute à cause du gel du point d'indice par les gouvernements successifs sur les 10 dernières années. Donc nous prenons notre responsabilité d'employeur territorial en revalorisant ces personnels et en revalorisant aussi les métiers du service public que les jeunes générations, avec cette baisse du pouvoir d'achat des agents publics, aujourd'hui ont tendance à bouder. Il nous faut retrouver de l'attractivité. Quand on augmente comme ça les charges, quand on annonce aussi une augmentation du niveau d'endettement, est-ce qu'il n'aurait pas été logique d'annoncer de la même manière une augmentation des impôts, où l'argent est devenu magique? Alors, on s'est engagé, le maire s'est engagé à ne pas augmenter les impôts sous la mandature. Et l'effort qui est consenti sur la masse salariale en cette rentrée respecte le cadrage budgétaire qui a été fixé en début de mandat. On s'était donné plus de mou sur la masse salariale. On l'avait annoncé dans le cadre du pacte social, à la fois pour les effectifs et pour appuyer les conditions de travail des agents. On est toujours dans ce cadre budgétaire inchangé. En 2022, on sera par contre sur une année en effet plus offensive sur le personnel municipal, non seulement à travers les salaires, mais également avec les créations de postes que nous allons poursuivre. Autre sujet, vous avez demandé que les bibliothèques soient ouvertes sans passe sanitaire. Vous vouliez faire un geste auprès des antivax? Non, alors sur la question du pass sanitaire, qui est sans doute un outil de régulation nécessaire sur la période de crise, il y a une question de curseur, c'est-à-dire finalement, que régule-t-on avec le pass sanitaire? On s'est rendu compte quand même que sur les bibliothèques, qui sont des espaces, on va dire, assez vastes, où le public peut déambuler en respectant des normes sanitaires, avec une jauge qui peut être inscrite à l'entrée des équipements, les bibliothèques nous semblaient un équipement où le pass sanitaire n'était pas forcément nécessaire. C'est d'autant plus vrai qu'en cette rentrée, on s'est rendu compte que la fréquentation de nos bibliothèques municipales avait diminué de l'ordre de 50%. Et on sait que les bibliothèques sont le lieu d'accès à la culture du quotidien, pour les familles, pour les enfants. Donc de se dire que finalement, les familles vont être privées d'accès à la culture, ces bibliothèques de proximité, c'était vraiment un mal. Et donc en cela, nous nous inscrivions tout à fait dans les revendications également de nos personnels des bibliothèques qui sont attachés à cet accès au service public. Donc nous avons fait valoir auprès du gouvernement la volonté de Lyon, mais aussi d'autres grandes collectivités, de pouvoir assouplir le pass sanitaire et de demander à ce que les bibliothèques ne fassent plus l'objet d'un accès par pass, mais toujours d'un libre accès, en respectant par contre des mesures gestes barrières et jauges pour protéger le public et les personnels. L'autre solution aurait été de proposer des mesures d'incitation à la vaccination. Alors l'incitation à la vaccination, nous l'avons poursuivie avec la ville de Lyon, bien sûr avec le premier centre de vaccination que nous avons été amenés à mettre en place à Gerland, et puis à promouvoir la vaccination que nous défendons bien sûr. Dernière question, on est en année de campagne présidentielle, vous êtes de la France Insoumise, vous ne cachez pas votre soutien à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que 4-5 candidats de gauche, c'est pas trop? Est-ce qu'il ne faudra pas que Jean-Luc Mélenchon se retire, puisque c'est un peu ce que les autres candidats lui demandent de faire? Alors ce que j'ai lu dans les sondages, c'est que Jean-Luc Mélenchon était en tête des intentions de vote, autour de 12%. Ça n'est encore pas assez pour aller au deuxième tour, mais on l'a vu sur le précédent scrutin. Il est peut-être le moins à même de gagner au deuxième tour. Il y avait des effets d'entraînement. Alors je ne sais pas s'il est le moins à même, en tout cas quand je vois que les autres candidats sont à 6, 7 ou 8%, je me dis qu'au contraire, il est le mieux placé et que je pense que les Françaises et les Français ont besoin de radicalité dans cette campagne et une prise en compte des revendications à la fois écologistes et sociales qu'il porte sans détour depuis maintenant plusieurs années. Donc je pense que là-dessus, il a acquis une crédibilité et une forme de courage politique. Laurent Bossetti, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.